opinions craquées. Et il n'y a pas seulement les politiques, il y a les policiers aussi qui commencent à s'exprimer et appellent à... On a entendu dans le journal un sursaut citoyen, même les mots sont assez forts. Denis Jacob, vous êtes face à un gilet jaune. Qu'est-ce que vous auriez eu envie de lui dire en face à face ? Déjà, je précise que nous, on fait le distinguo entre la grande majorité des gilets jaunes qui, en province, manifestent pacifiquement, portent leurs revendications, font des barrages filtrants et pas des points de blocage. Et puis, vous avez une frange des gilets jaunes, beaucoup plus radicales, qui viennent à Paris et qui, par un effet d'entraînement, se laissent influencer par les casseurs de tout poil, représentés par des ultra-gauches, des ultra-droites, mais également des casseurs professionnels et des jeunes de banlieue qui profitent aussi du chaos pour venir piller et saccager. Donc, je ferai un peu comme a dit mon collègue tout à l'heure sur votre antenne. Il y a besoin d'un sursaut parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation particulièrement problématique avec l'attentat de Strasbourg et que notre rôle de policier sur une manifestation non déclarée, non organisée, non anticipée, non préparée, eh bien, induit des risques majeurs pour la sécurité des gilets jaunes eux-mêmes. Je rappelle qu'on fait du maintien de l'ordre, mais on ne fait pas du maintien de l'ordre pour aller matraquer les gilets jaunes. On fait du maintien de l'ordre pour faire en sorte que leur mouvement se passe dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Or, en ayant un peu ces groupes disséminés à travers la capitale, le maintien de l'ordre est beaucoup plus compliqué que de le faire dans un cadre d'une manifestation préparée avec les autorités. Alors vous, Paris ? Si je peux me permettre, à Paris, le constat, il est très clair. Quand on vient manifester à Paris et qu'on se retrouve dans des groupes violents qui cassent et qu'on n'est pas concerné par cette casse, on ne reste pas dans un mouvement. On ne s'amuse pas, c'est malheureux ce qui est arrivé, mais on ne s'amuse pas à ramasser une grenade, on ne s'amuse pas à suivre les casseurs. Quand on n'est pas concerné par ce type d'expression violente, on se retire, on s'en va et on ne reste pas là-dedans. Or, on se rend compte à Paris que ce ne sont pas majoritairement des gilets jaunes de province. Même s'il y a des provinciaux qui sont venus, ils se laissent entraîner, influencer par différentes mouvances et ils se retrouvent, pour la grande majorité, et on l'a vu lors de la manifestation du 1er décembre et du 8 décembre, une grande majorité de gilets jaunes de province en garde à vue et très peu de casseurs parce que eux, ils sont professionnalisés, ils sont aguerris. Ils ont été quoi ? Manipulés ? Oui, ils ont été manipulés. Enfin, manipulation. Influencés. Il y a un effet influencé. Peut-être pas manipulé, mais influencé. L'effet de groupe fait que quand vous avez un ou deux meneurs et que derrière on est déjà bien remonté, eh bien il y a cet effet de groupe qui fait qu'on est entraîné et puis après on se retrouve au milieu d'un événement qu'on ne prévoyait pas, de violence. Et bien dans ce cas-là, il faut assumer ses responsabilités et se retirer et partir des mouvements de violence. Or, il y en a qui sont restés, donc il faut qu'ils en assument aussi les conséquences. Si on voit samedi dernier, c'est vrai que bon, nous on était sur les Champs-Élysées. Alors, c'est vrai que les forces de l'ordre nous ont obligés de rester sur les Champs-Élysées parce qu'il y avait des groupes de casseurs sur l'avenue Friedland, il y en avait qui étaient sur l'avenue Marceau. Donc en fait, ils nous ont maintenus, mais alors en totale sécurité. Et en fin d'après-midi, mais ils nous ont vraiment très bien protégés. Ils nous ont même fait un corridor de sécurité en fin d'après-midi pour qu'on puisse partir et s'exfiltrer correctement. Donc c'est vrai qu'ils ont fait un travail vraiment remarquable. Mais ils ont fait de même la différence entre les vrais gilets jaunes et ceux qui étaient venus justement pour en découdre avec les forces de l'ordre. Je vous remercie de le préciser parce qu'effectivement ça démontre bien que nous sommes là avant tout pour assurer la sécurité des manifestants et pas d'aller en découdre avec eux. Et on sait faire la part des choses. Quand on voit les vidéos sur les Champs-Élysées, d'ailleurs beaucoup de gilets jaunes étaient en train de discuter avec eux. Ils nous ont même fait un petit corridor pour qu'on puisse aller se restaurer sur la rue Marbeuf et ça s'est relativement très très bien passé. On a l'impression qu'il y a un tournant déjà samedi dernier à Paris. Même dispositif, donc on l'a bien compris, mais qu'est-ce qui va changer ? Parce qu'à chaque fois, il y a des leçons qui ont été tirées des mobilisations précédentes. Là, on l'a vu, c'est plutôt en fin d'après-midi qu'il y a eu pas mal de dégradations. Il va y avoir des ajustements ? Les ajustements... Je vais vous en parler parce qu'on a eu une fuite la semaine dernière d'une note d'organisation et c'est assez irresponsable d'ailleurs que quelqu'un potentiellement interne au ministère de l'Intérieur ait pu diffuser cette note. Donc je me garderai bien de donner toute précision sur le dispositif qui pourra être mis en place, même s'il sera sensiblement similaire à la semaine dernière. Le but est effectivement d'aller au plus vite en amont sur ceux qui seront identifiés
comme casseurs potentiels, de façon à les exfiltrer de toute manifestation pour éviter qu'ils mènent des groupes, je le disais tout à l'heure, avec un effet d'entraînement de gens qui ne sont pas du tout là potentiellement pour casser, mais qui se laissent entraîner, et donc exfiltrer ces individus-là pour éviter d'avoir toute la casse. Ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez les identifier, les quantifier assez, dire facilement, c'est pas le bon mot. Tout ce qui est mouvement d'ultra-gauche, ultra-droite, ils sont suivis. Le renseignement territorial, notamment, travaille là-dessus. On en connaît un grand nombre. On les connaît peut-être pas tous forcément, mais on arrive à les identifier. Et puis, il y a ces filtrages qui vont être faits également en amont pour éviter qu'ils soient porteurs, comme on le disait tout à l'heure, d'armes par destination. Dans le dispositif qui a été fait le 8 décembre, à tirer les leçons de ce qui ne s'est pas bien passé le 1er décembre, il faut le dire, une stratégie de maintien de l'ordre particulièrement statique pour transformer un maintien de l'ordre mobile pour aller au contact et éviter au maximum la casse. Mais la première de nos motivations en tant que force de sécurité, c'est surtout d'éviter des dommages humains. C'est ça notre travail, c'est d'éviter qu'il y ait des blessés, voire des morts, et qu'effectivement, forcément, en évitant qu'il y ait des blessés et des morts, il y a des dommages matériels à côté. Les arrestations préventives, il y en a eu jusqu'à 1700 sur tout le territoire la semaine dernière. Certains ont jugé ça excessif, certains ont trouvé ça même anticonstitutionnel. Est-ce que ce sera renouvelé ? Oui, ce sera renouvelé parce que un tien vaut mieux que deux tu l'auras, comme on dit, et qu'on va éviter d'avoir trop de personnes investies sur des mouvements de violence. Et donc, oui, il faut de manière préventive empêcher toute personne qui est porteur d'éléments laissant penser qu'il peut participer à un mouvement de casse. Je suis désolé, mais quand on vient sur une manifestation avec un casque et des lunettes, c'est qu'on a l'intention d'être dans un mouvement violent. On vient pas. Moi, quand je vais, on vient pas se protéger, tout simplement. Mais se protéger contre quoi ? Quand on vient manifester pour revendiquer, on se protège contre quoi ? En se disant, la semaine dernière, il y a eu des gaz lacrymogènes. On se dit, bon bah là au moins, on est pareil. Il y a des gaz lacrymogènes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des casseurs. Donc, quand on vient manifester pacifiquement pour porter des revendications, il n'y a pas lieu de se protéger, puisqu'il n'y a pas lieu qu'il y ait une riposte policière dans une manifestation pacifiste. Jean-Claude Régnier. De notre émission à partir de 15h, quel est l'état d'esprit des forces de l'ordre ? On avait l'impression que les policiers, les gendarmes étaient plutôt conciliants au début de ce mouvement. Aujourd'hui, ils commencent à être à bout. Évidemment, les forces de l'ordre sont fatiguées. On n'est pas non plus sur une position qui consiste à dire qu'il faut faire droit de retrait ou droit de grève. Les forces de l'ordre régaliennes, les Français en ont besoin pour faire face. Et s'il faut y aller, comme on dit, les forces de l'ordre seront présentes et encadreront au mieux le dispositif. La colère commence à gronder parce qu'en fait, cette hyper-mobilisation, elle n'est pas d'hier. Elle dure depuis les premiers attentats, donc ça fait bientôt 4 ans. Et le vrai débat aujourd'hui, c'est qu'il faut un retour sur investissement. Vous avez des astreintes aujourd'hui qui ne sont plus payées. Vous avez des heures de nuit qui ne sont pas revalorisées depuis des années. Donc à un moment, les policiers, jusque-là, ils étaient motivés, ils font leur travail avec acharnement. Mais il ne faudrait pas effectivement que ça se retourne contre eux. Nous avons les lycéens, les étudiants qui manifestent à plusieurs endroits sur Strasbourg, commettent des dégradations. Beaucoup d'interpellations sont en cours de nouveau. Il y en a eu mardi, il y en a eu lundi. Mes collègues sont en souffrance. Mes collègues me répètent sans cesse, on va tenir parce qu'on veut tenir, parce qu'on doit tenir. Parce qu'aujourd'hui, je crois que quasiment tout le monde est unanime à le dire, aujourd'hui, sans la police, sans la gendarmerie, c'est la République qui allait être d'autant encore plus fragilisée que ce qu'elle est. Donc on remplira notre mission, mais la colère aujourd'hui, c'est la reconnaissance et pas qu'à travers une prime. Denis Jacob, la colère gronde chez les policiers ? Oui, elle gronde, mais le dire, j'ai entendu tous mes collègues le dire, oui, on le dit, mais c'est bien aussi de faire des propositions. Parce que dénoncer une situation, on le dénonce tous, mais derrière, il faut qu'on ait des propositions. Donc vous en avez ? On en a, je les ai présentées dans le cadre d'un courrier que j'ai envoyé aux parlementaires dès dimanche soir à l'issue du discours du président de la République, puisque mes collègues nous ont fait immédiatement part de leur grand mécontentement qu'ils soient les grands oubliés des annonces gouvernementales, comme les fonctionnaires en général, pour lesquels... Même si Emmanuel Macron vous a promis une prime exceptionnelle. Oui, ça mais suffit pas. La prime, c'est à l'instant T et ça ne répond pas aux problèmes et au malaise de fond. On a des dossiers récurrents qui traînent depuis des années, qui ne sont pas réglés. On a des outils qui ont été votés dans les instances paritaires avec ces mêmes syndicats qui viennent d'intervenir. On a les outils pour améliorer les conditions de travail des policiers. Et rien n'est fait. Et on ne le fait pas.
Donc moi, j'ai saisi les parlementaires dans un courrier de 3 pages. J'ai saisi le président de la République lundi, ainsi que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, avec des propositions qui n'ont pas d'incidence immédiate grave sur le budget de l'État. C'est-à-dire, ces réformes qu'on les mette en place. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait vraiment trop technique, mais on a des réformes qui nous permettent de redéfinir les structures et les unités de la police nationale pour permettre de mettre en place un nouveau régime horaire qui permettrait aux policiers d'avoir un week-end sur 2 de repos et un jour par semaine de repos sur 2, alors qu'aujourd'hui, ils ont un week-end sur 6. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Si ça continue comme ça, nous aussi, on va mettre des gilets jaunes. Il va falloir nous entendre aussi. Mais je pense que je n'ai pas besoin de le dire aujourd'hui. On l'a vu il y a 2 ans. D'octobre à décembre 2016, il s'est passé quoi? C'était une première. Moi, j'avais signalé dès octobre 2015, dans le cadre des instances paritaires du ministère de l'Intérieur, qu'il y avait un malaise, que la grogne était là et qu'il fallait vite réagir, sinon on allait avoir un mouvement de contestation. On l'a eu 1 an après avec un mouvement qui a totalement échappé aux syndicats représentatifs. Et aujourd'hui, je tire à nouveau le signal d'alarme parce qu'on est exactement dans la même configuration, mais que les choses sont claires. L'intérêt supérieur de l'État passe avant tout. Nous sommes des professionnels de la sécurité, les collègues feront leur boulot, mais il ne faut pas mettre de côté le fait que sur leur temps de repos, ils pourraient à nouveau descendre dans la rue. Il faut faire